C'est une information de dernière minute. Comme l'a annoncé le Kremlin, sur ordre du président, vous vous rendez à Riyad pour participer aux négociations russo-américaines. Est-ce vrai? Que pouvez-vous attendre de ces négociations? Vous savez, nous, chaque fois que nous partons pour des négociations sur proposition de nos partenaires, nous voulons avant tout les écouter. Les présidents Poutine et Trump, lorsqu'ils ont échangé par téléphone, ont convenu de la nécessité de laisser derrière nous une période absolument anormale dans les relations entre les deux grandes puissances, où elles ne communiquaient pratiquement pas, sauf sur quelques questions techniques et humanitaires. Et les présidents ont convenu qu'il fallait reprendre le dialogue sur toutes les questions qui pourraient être réglées avec la participation de la Russie et des États-Unis. On a ainsi évoqué le règlement ukrainien, les situations au Moyen-Orient, ainsi que plusieurs autres régions du monde qui sont actuellement dans un état peu stable. Nous allons donc écouter nos interlocuteurs américains et bien sûr, nous serons prêts à réagir. Ensuite, nous ferons un rapport à nos dirigeants qui prendront les décisions sur les prochaines étapes. En ce qui concerne la participation des pays européens, leur désir de participer au processus de négociation sur l'Ukraine, vous savez, leur désir a déjà été satisfait à plusieurs reprises. En février 2014, l'Union européenne, y compris la France et l'Allemagne, a solennellement signé un accord entre l'ancien président ukrainien Yanukovych et l'opposition armée. Ils ont garanti que cet accord serait respecté. Il prévoyait un gouvernement de transition d'union nationale et des élections anticipées. C'était tout. Il fallait tenir 5 ou 6 mois. Mais dès le lendemain, l'opposition a piétiné cet accord. Nous nous sommes tournés vers les garants de cet accord, nos voisins européens, l'Allemagne, la France. Ils nous ont répondu, un peu honteux, que ce qui s'était passé était arrivé. Parfois, la démocratie dans son développement prend des formes étranges. C'était donc leur première chance. La deuxième chance, bien sûr, ce sont les accords de Minsk, lorsque les dirigeants de la Russie, de la France, de l'Allemagne et de l'Ukraine ont passé plus de 17 heures à vérifier chaque virgule dans le document sur le règlement de la situation ukrainienne, notamment en accordant un statut spécial à une partie du Donbass au sein d'un État ukrainien unifié. La résolution du Conseil de sécurité a approuvé ce plan à l'unanimité. Dès les premiers jours, la partie ukrainienne a commencé à le violer. Au lieu d'un cessez-le-feu et d'un retrait des troupes, il y a eu des bombardements constants du Donbass. Au lieu de rétablir l'intégrité économique du territoire ukrainien, il y a eu un blocus de l'eau en Crimée et bien d'autres choses encore. Et par la suite, lorsque Mme Merkel et M. Aran ont quitté leurs fonctions et ont commencé à s'entretenir avec des journalistes, ils ont franchement admis, à plusieurs reprises, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de respecter quoi que ce soit de ce à quoi ils avaient participé, car ils avaient besoin de temps pour armer l'Ukraine. Ainsi, voilà les chances qu'ils ont eues. Aujourd'hui, lors de la même conférence de Munich, des appels ont été lancés, notamment par le président de la Finlande, un proche voisin, autrefois un État neutre, qui a toujours plaidé pour tout ce qui est bien et contre tout ce qui est mauvais. Alexander Stubb, le président de la Finlande, a déclaré qu'il fallait avant tout conclure un cessez-le-feu et l'utiliser pour renforcer militairement l'Ukraine. La philosophie des Européens n'a donc pas changé, et je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire à la table des négociations. S'ils continuent à avancer des idées sournoises sur un gel du conflit, tout en ayant en tête, comme à leur habitude, la poursuite de la guerre, alors pourquoi les inviter? L'administration Trump a déclaré que la Russie et l'Ukraine devraient faire des compromis sérieux et douloureux pour parvenir à des négociations suffisantes et à la paix en Ukraine. Quelle menace territoriale, surtout, quel compromis la Russie est-elle prête à faire pour parvenir à un tel accord de paix? Concernant les déclarations de l'administration Trump, qui affirme que la Russie et l'Ukraine doivent accepter des compromis difficiles pour parvenir à un accord de paix, il est essentiel de rappeler les précédents historiques. En février 2014, lors des événements du Maïdan, un accord avait été trouvé avec la participation de diplomates américains, dont Victoria Nuland, qui discutaient déjà de la composition d'un futur gouvernement ukrainien après le coup d'État. D'ailleurs, déjà à l'époque, en janvier 2014, elle avait défini la place que les États-Unis accordaient à l'Union européenne dans la détermination du destin de l'Ukraine. Vous vous en souvenez. Un compromis avait été trouvé, mais le lendemain, comme je viens de le rappeler, l'opposition a commis un coup d'État sanglant en violation de tous les accords. Le deuxième compromis a été celui des accords de Minsk, approuvés par le Conseil de sécurité, et il est devenu non plus un simple compromis, mais une loi internationale. Il a également été piétiné, principalement par la junte ukrainienne, ainsi que par ceux qui avaient garanti les accords de Minsk, à Berlin et à Paris. Ils l'ont ouvertement admis.
Les États-Unis ont observé avec satisfaction ce qui se passait depuis l'autre côté de l'océan, fournissant des armes au régime de Kiev et le soutenant de toutes les manières possibles. Et bien sûr, un compromis était très proche à Istanbul en avril 2022. Le président Poutine en a parlé à plusieurs reprises et en détail. Donc, les représentants américains, qui sont aujourd'hui nombreux à discuter de la manière d'aborder la crise ukrainienne, et dont on ne sait toujours pas qui sera finalement autorisé par le président Trump à représenter l'administration sur la question ukrainienne à Washington, parlent également de compromis. Tout cela ressemble de plus en plus à un débat académique, comme on a pu l'entendre à la conférence de Munich. Mais il commence vraiment à évoquer le sujet des concessions territoriales. Il faut lire l'histoire, et notre président y appelle également. Les concessions territoriales à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine ont été faites par la direction soviétique lors de la formation de l'Union des républiques socialistes soviétiques. D'immenses territoires, qui avaient été développés pendant des siècles par le peuple russe, où les Russes avaient construit des villes, des usines, des ports, organisé la vie économique, l'industrie et l'agriculture, ont été inclus, pour des raisons que le président a également évoquées à plusieurs reprises, dans la République socialiste soviétique d'Ukraine, bien sûr, en partant du principe que tous les idéaux de fraternité, de justice et d'égalité seraient respectés par la République socialiste soviétique d'Ukraine, tout comme par toutes les autres républiques de l'URSS. Pendant un certain temps, cela a fonctionné, et bien sûr, le peuple ukrainien a contribué à notre grande victoire commune, à la victoire de tous les peuples de l'Union soviétique sur l'Allemagne hitlérienne, mais ensuite quelque chose a mal tourné. Et vous voulez que même l'idée de concession territoriale soit évoquée lors des négociations sur le règlement du conflit. Céder comment? Avec les gens, avec les Russes, ou sans les gens, avec seulement les métaux rares? Vous savez, à mon avis, ignorons ceux qui fantasment sur la manière dont les États-Unis pourraient contribuer au règlement du conflit. Et nous ne cachons pas qu'une telle contribution est tout à fait possible, d'autant plus que les États-Unis jouent un rôle central dans la crise ukrainienne depuis son début. Mais si l'idée est de forcer la Russie à céder des territoires, ces négociations sont vouées à l'échec. Les propos de Sergueï Lavrov, lors de cette conférence de presse, offrent plusieurs leçons d'excellence applicables à notre vie personnelle et professionnelle. Voici quelques enseignements que l'on peut en tirer et des suggestions pour les mettre en pratique au quotidien. 1. L'écoute active et la compréhension de l'autre. Lavrov souligne l'importance d'écouter ses partenaires avant de formuler une réponse. Dans nos interactions quotidiennes, que ce soit en famille, entre amis ou au travail, pratiquer une écoute attentive permet de mieux comprendre les attentes et les besoins des autres. En milieu professionnel, cela facilite la collaboration et la résolution de problèmes. Pour appliquer cette leçon, lors d'une réunion ou d'un échange, prenez le temps d'écouter pleinement votre interlocuteur avant de donner votre avis. Reformulez ses propos pour vous assurer de les avoir compris et montrez votre intérêt en posant des questions pertinentes. 2. La persévérance face aux obstacles. Lavrov évoque les différentes tentatives infructueuses de négociation et les nombreux obstacles rencontrés. Malgré ces échecs, la diplomatie russe a maintenu le cap et poursuivi ses efforts pour trouver des solutions. Dans votre vie professionnelle, lorsqu'un projet n'aboutit pas comme prévu, analysez ce qui a mal fonctionné et tirez-en des enseignements pour l'avenir. En persévérant, vous développez votre résilience et augmentez vos chances de réussite. 3. L'importance d'une vision à long terme. La diplomatie, comme la vie personnelle et professionnelle, nécessite une vision qui dépasse les obstacles immédiats. Lavrov rappelle que les décisions historiques ont été prises dans une perspective de développement durable et de stabilité. Ainsi, pour concrétiser cette idée, définissez des objectifs à long terme pour votre carrière et votre vie personnelle. Décomposez-les en étapes intermédiaires et ajustez-les au fil du temps en fonction des nouvelles opportunités et des défis rencontrés. 4. La nécessité d'apprendre de l'histoire et des expériences passées. Lavrov met en avant l'importance de comprendre les événements passés pour éviter de répéter les erreurs et mieux anticiper les défis futurs. Pour intégrer cette leçon dans votre quotidien, prenez le temps de réfléchir à vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Notez les leçons apprises et appliquez-les dans vos projets futurs. Cette habitude
favorise l'amélioration continue. 5. La gestion stratégique des relations et des alliances. Les propos de Lavrov montrent que les relations internationales reposent sur une gestion intelligente et réfléchie des partenariats. Appliquez cette idée dans votre environnement professionnel en cultivant vos relations avec authenticité et professionnalisme. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. 6. Le courage de défendre ses convictions. Malgré les critiques et les pressions, Lavrov réaffirme les positions de son pays et défend ses convictions avec détermination. Pour appliquer cette leçon, soyez fidèle à vos principes et osez exprimer vos idées, même lorsque cela est difficile. Le courage et la cohérence sont des qualités essentielles pour gagner le respect et inspirer confiance. En conclusion, ces leçons d'excellence, inspirées des propos de Lavrov, nous rappellent que la réussite repose sur l'écoute, la persévérance, la vision, l'apprentissage, la gestion des relations et la détermination. Comment développez-vous votre capacité d'écoute dans votre quotidien? Selon vous, quels sont les défis liés à la persévérance et comment les surmonter? Partagez vos réflexions en commentaire et échangeons ensemble sur ces sujets passionnants. Merci et à très bientôt.